À 4 heures du matin, le silence de la nuit a été brisé par un bip court et frénétique. Quelques instants plus tard, le hurlement perçant d'une alarme incendie déchira l'obscurité, brisant le calme qui régnait dans l'immeuble numéro 28 de la rue Élambure. En 2 minutes, les portes se sont ouvertes, les lumières des couloirs se sont allumées et les pas tonitruants des résidents ont résonné à chaque étage. Au 3e étage, une femme âgée enfila précipitamment un peignoir, marmonnant des jurons dans sa barbe pour avoir été réveillée si brusquement. À proximité, un enfant fondit en larmes, se serrant fermement dans les bras de sa mère. Même s'il n'y avait pas encore beaucoup de fumée, l'odeur caractéristique du bois brûlé et des courts-circuits électriques s'infiltrait dans chaque fissure et crevasse, saturant l'air de tension nerveuse. À l'extérieur de l'appartement 204, au 2e étage, la porte restait obstinément fermée. Personne n'est sorti. Les pompiers sont arrivés rapidement, les feux rouges clignotant tandis que le lieutenant Miller baissait son masque pour scruter la foule rassemblée en contrebas. Rien ne semblait alarmant. La fumée était faible et il n'y avait aucun signe d'incendie majeur. Probablement juste une prise électrique qui couvait de telles choses arrivaient souvent dans ces vieux bâtiments. Miller et 2 de ses hommes pénétrèrent dans le couloir du 2e étage, où l'odeur âcre se fit plus forte. La porte de l'appartement 204 était verrouillée. Après plusieurs appels bruyants restés sans réponse, ils la forcèrent. À l'intérieur, l'appartement régnait un silence étrange. Pas de feu, pas de monde, pas de télévision, pas de ventilateur, juste cette odeur suffocante qui montait du fond du couloir, près d'une petite pièce sans fenêtre qui servait habituellement de placard. Lampe torche à la main, Miller s'avança et éclaira le panneau de contreplaqué qui recouvrait un mur. Il le tapota légèrement, le son creux résonna comme un coup sur une boîte vide. Une étrange sensation l'envahit. Quelque chose clochait. Ce n'était pas le bruit d'un mur de briques. Il s'arrêta et colla son oreille contre le panneau, retenant son souffle. Levant la main, Miller fit signe à son équipage de reculer. Aucun mot n'a été prononcé, leurs yeux disaient tout. Un pompier s'est agenouillé et a commencé à fouiller le contreplaqué avec des pinces. Chaque clou s'est détaché, chaque panneau de bois s'est fissuré et déplacé. Soudain, une brèche est apparue, libérant un courant d'air humide et vicié l'odeur des années enfermées. De l'obscurité, une petite main maigre, sale et tremblante se tendit. L'équipe resta figée pendant 2 secondes, personne n'osant respirer. Le plus jeune pompier a murmuré « Jésus-Christ ». Puis, comme poussé par l'instinct, l'un d'eux s'agenouilla et enleva délicatement les panneaux restants. De l'intérieur de cet espace étroit de moins de 2 pieds de profondeur, un petit corps a émergé. C'était une fille, âgée d'environ 6 ans, voire moins. Sa silhouette frêle ressemblait à un squelette drapé dans une fine couche de peau. Ses yeux étaient grands ouverts, fixes, comme si la lumière devant elle était trop brillante, comme si elle n'avait jamais vraiment vu le monde auparavant. À ce moment-là, personne ne savait quoi faire. Une ambulancière s'avança, la voix légèrement tremblante. « Comment t'appelles-tu ? M'entends-tu » La fille cligna des yeux pour la première fois. Puis ses lèvres bougèrent. « Lucia Carter. S'il vous plaît, sauvez-moi. Je suis ici depuis 6 ans. S'il vous plaît, ne me remettez pas. » Dans le couloir, une radio crépita. Un policier âgé demanda à la radio « Avez-vous trouvé quelqu'un dans l'appartement » Miller répondit doucement, prenant soin de ne pas effrayer la fillette, une petite fille, vivante mais très faible. Personne d'autre. Non, insista l'officier. Miller jeta un coup d'œil à Lucia, coincée sur une civière. Lucia Carter. Il faut trouver un tuteur légal au plus vite. Lucia a été emmenée en silence. Tout le monde évitait son regard non pas par dégoût, mais parce que personne n'était assez courageux pour affronter le vide qui s'y reflétait. Ce n'était pas la vie, ni tout à fait la mort, mais un silence creux, comme si elle avait été véritablement piégée à l'intérieur de ce mur pendant 6 ans, s'habituant à ne jamais entendre son nom appelé. À minuit 39, le téléphone sonne à la préfecture de police. Le répartiteur a trouvé un nom dans les archives, Michael Carter, père biologique, a obtenu une tutelle temporaire il y a 6 ans avant que sa femme ne décède des suites de complications lors de l'accouchement. L'appel a été transmis à l'Utah, où un homme était assis seul dans une caserne, tenant une photo de sa défunte épouse, regardant la nuit sans fin derrière la fenêtre. Il ne savait pas que la fille qu'il croyait en sécurité sous la garde de ses proches venait d'être retrouvée derrière un mur, où elle n'avait pas entendu son nom depuis 2000 jours. Le téléphone sur son bureau vibrait doucement. Michael jeta un coup d'œil à l'écran,
un numéro inconnu avec un indicatif régional de Boston. Il hésita moins de 2 secondes, puis répondit. Carter parle. À l'autre bout du fil, une voix ferme mais hésitante dit « Nous faisons partie de l'unité de détective du département de police de Boston. Êtes-vous Michael Carter, le père biologique de Lucia Carter ?» Son cœur s'est arrêté un instant. Oui. Est-ce qu'elle? Quelque chose ne va pas? La voix ralentit, recherchant la douceur, mais pas assez pour épargner le chagrin de Michael. Lucia a été retrouvée lors d'un petit incendie. Elle est vivante mais est retenue captive depuis plusieurs années. Nous avons besoin que vous veniez immédiatement pour faire une déclaration. Personne dans la caserne n'a vu Michael pleurer. Il ne l'a pas fait. Il se leva silencieusement, attrapa sa veste, serrant fermement la photo usée la photo d'Isabelle tenant leur fille nouveau-née, Lucia. Le vol pour Boston était le plus tôt qu'il pouvait réserver. Assis seul sur le siège près de la fenêtre, les yeux fixés sur le ciel nocturne, les étoiles semblaient étrangères et les nuages à la dérive n'apportaient plus la paix. Il repensait à chaque appel téléphonique où il avait cru la voix de Melissa, sa seconde épouse, qui lui disait « Lucia va bien. Elle est une bonne fille. Ne t'inquiète que pour le travail. Je vais m'occuper d'elle. » Il avait voulu rentrer à la maison, avait fait des projets. Mais à l'époque, Michael pensait qu'il vivait pour l'avenir de sa fille et qu'il faisait ce qu'il fallait en tant que père. Maintenant, il réalisait qu'il avait été absent, non pas depuis des jours, mais depuis 6 ans. Au Boston Medical Center, la lumière du matin n'avait pas encore atteint le couloir vide. Dans la salle 5C, Lucia restait immobile. Elle ne dormait pas, elle gardait simplement les yeux mi-clos, comme si elle écoutait. Chaque bruit dans le couloir la faisait tressaillir, un réflexe né d'années passées dans un endroit sans voix humaine, seulement des pas silencieux, des portes qui claquaient et le clic occasionnel d'une serrure. Michael est arrivé avant l'aube. La police et le personnel médical attendaient pour le guider, mais il a refusé de l'aider. Il se dirigea directement vers la chambre de sa fille, s'arrêtant devant la porte vitrée. Lucia lui tournait le dos. Elle était si petite, si fragile qu'il était difficile de croire qu'elle était sa fille, un être minuscule perdu dans l'immensité d'un lit blanc. Pas de bandage, pas de matériel médical, juste une respiration très légère et régulière. Michael n'est pas entré immédiatement. Il se tenait tranquillement, la main appuyée contre la vitre, comme s'il essayait de combler la longue distance qui les séparait. Une infirmière parla doucement, Lucia est très sensible au bruit. Vous pouvez entrer, mais ne vous précipitez pas pour parler. Michael hocha la tête. La porte s'ouvrit doucement et il entra, avançant lentement, craignant de rompre le silence fragile. Il n'y eut pas de retrouvailles théâtrales, pas de moment cinématographique mémorable. Il s'assit simplement. Lucia ne se retourna pas, mais Michael savait qu'elle sentait sa présence. Ses petites épaules tremblaient légèrement, ses doigts fins s'enroulèrent près de son corps. Fouillant dans sa poche, Michael en sortit une vieille photo usée, celle d'Isabelle et Lucia. Il le posa soigneusement sur la table à côté du lit. En se penchant, sa voix se brisa, « Papa est là, Lucia. Je suis vraiment désolé. Je suis trop tard. » Il n'y eut aucune réponse, pas de larmes, seulement un subtil mouvement d'épaule. Ce n'était pas un sursaut soudain ou un signe de peur, cela ressemblait plus à une douce brise effleurant légèrement sa colonne vertébrale. Michael ne pouvait plus se retenir. Il baissa encore plus la tête, sa main se serrant en un point alors que ses émotions montaient à l'intérieur. « Je pensais que tu allais bien. Je pensais qu'il t'aimerait comme une famille. » Il murmura ces mots, à peine audibles, pleins de chagrin. « Je ne pensais pas qu'il te traiterait ainsi. » Le silence répondit seul le doux bourdonnement du climatiseur remplissant l'espace blanc stérile. Puis, après une pause, à peine plus qu'un murmure, Lucia pinça les lèvres et força à prononcer un seul mot comme s'il était resté enfermé trop longtemps. « Papa. » Bien qu'aussi petite et fugace que le passage du vent, pour Michael, c'était une douleur irrégulière lui déchirant la poitrine. Il se détourna rapidement, se couvrant le visage de mains tremblantes. Pour la première fois, des larmes coulèrent sur ses joues, non pas de honte, mais du poids insupportable du sentiment d'être indigne d'être appelé papa par sa propre fille. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait faiblement à travers les fenêtres givrées de l'hôpital. 2 policiers en civil sont entrés discrètement dans la zone de traitement spécial. L'un d'entre eux était le détective Roy Jennings, qui suivait de près l'affaire depuis que les pompiers avaient alerté les autorités. L'autre était une jeune officier nommée Lena,
dont le visage doux et les yeux profonds avaient été choisis intentionnellement, il pensait que Lucia serait peut-être plus à l'aise pour parler avec une femme. Michael s'appuya contre le mur, les bras étroitement croisés, le regard fixé sans hésitation sur la porte de la chambre de sa fille. Il était resté là toute la nuit, pas de sommeil, pas de pause, presque rien. Lorsque Jeanine s'est approchée et a exprimé son intention de recueillir la déclaration de Lucia, la seule demande de Michael était simple. « Puis-je rester avec elle ?» Jeanine hocha la tête sans hésitation. Ayant lui-même des filles, il comprenait mieux que quiconque. À l'intérieur, Lucia était assise, calée contre les oreillers, serrant contre elle la peluche que l'infirmière lui avait offerte plus tôt dans la matinée. Son regard était calme et immobile, tel un lac imperturbable sans laisser transparaître la peur, mais plutôt la prudence. Elle observait chaque mouvement autour d'elle, chaque regard, chaque respiration des adultes. C'était un instinct de survie aiguisé par des années d'obscurité et de silence. Léna prit la première place. Elle n'avait ni carnet ni magnétophone, seulement elle-même, vêtue d'une veste souple, les cheveux attachés. Assise comme une grande sœur réconfortante sur une chaise en plastique, elle murmurait doucement. Comme Lucia ne répondait pas, Léna lui sourit doucement et la rassura, ce n'est pas grave. Elle a compris que cet enfant avait besoin de temps pour s'ouvrir. Puis Michael s'est rapproché. Assis près du lit, il regardait tendrement sa fille, les mains posées tranquillement sur ses genoux, n'osant pas la toucher. Tu peux leur dire tout ce que tu veux. Tu n'as plus à avoir peur. Papa est là. Je te protégerai. Je ne vais nulle part. N'aie pas peur. Lucia tourna lentement la tête, rencontrant le regard de son père avec un léger hochement de tête hésitant. Personne ne lui a fait pression, c'était son choix. Et puis, elle a commencé à parler. Au début, ses phrases étaient courtes, fragmentées et désordonnées ou des morceaux de mémoire qui s'emboîtent à peine. J'y suis depuis 6 ans. J'avais tellement peur après ton départ. Sa voix était douce mais ferme, racontant des vérités dures avec la tranquille innocence d'un enfant racontant un conte de fées. Quoi? Mélissa a changé une fois. Elle a éteint les lumières et m'a enfermé là-dedans juste parce que j'avais laissé tomber un verre de lait point et la chambre sentait la vieille poussière, comme l'air vicié sous un vieux lit. Au début, une couverture la couvrait, mais plus tard, elle n'avait plus qu'un mince tapis usé. Un jour, elle essaya de pousser contre la planche qui fermait la pièce, mais elle ne bougea pas. Personne ne répondit à ses appels. Après cela, elle n'essaya plus jamais. Les paroles de Lucia étaient des fragments glacés de réalité, prononcés avec un étrange détachement. Michael serra les poings jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches mais resta silencieux, baissant la tête pour capter chaque mot, chaque son hésitant. Je n'ai pas pleuré, elle a dit, parce qu'à chaque fois, elle me disait, si tu fais encore du bruit, je t'enferme là-dedans pendant une semaine. Et elle l'a fait. Lucia avait appris à se taire. Elle écouta attentivement les pas pour savoir si elle mangerait ce jour-là. Elle entendit le loquet de la porte, signalant si Mélissa était à la maison ou absente. Parfois, Tyler, le beau-fils de Mélissa, la regardait à travers la fente, silencieux et vigilant. Je ne sais pas s'il a compris ce qui se passait. Elle rêvait d'une fenêtre. Chaque jour, elle grattait avec ses ongles les contours d'une fenêtre dans le mur en bois ou une évasion dans l'imagination, un aperçu d'un monde au-delà de sa prison. L'inspecteur Jennings resta immobile, le stylo intact. Le poids de ces 6 années de souffrance était profondément gravé dans son expression, comme si son histoire avait été gravée dans sa chair. Lucia n'employa pas de mots durs, ni ne dit douleur ou détesté, mais la vérité crue dans sa voix envoya un froid dans la pièce. Une fois que je suis tombée malade, mon corps était brûlant, dit-elle doucement. J'ai entendu des gens parler dehors. Mélissa a dit à quelqu'un que j'étais chez ma grand-mère, mais j'y étais toujours. Chaque toux était étouffé derrière sa manche pour qu'elle ne fasse pas de bruit. À ce stade, Michael baissa à nouveau la tête, se couvrant le visage des 2 mains. Ses épaules tremblèrent légèrement, pas un grand sanglot, mais l'effondrement indubitable d'un homme plongé dans un chagrin inimaginable. Doucement, Léna posa une main sur l'épaule de Lucia et demanda, « Alors, quand vous avez vu des gens abattre le mur pour vous sauver, qu'avez-vous pensé ?» Lucia resta silencieuse un long moment. Puis, murmura-t-elle, « Je pensais que j'étais mort. Mais quand ils m'ont retiré, j'ai senti quelque chose d'étrange. L'odeur du vent, l'odeur de la lumière. Ça sentait maman. » Ces mots firent lever la tête à Michael, ses yeux rencontrant les siens. Lucie continua, « Je me souviens de maman. Tante a dit, maman est morte à cause de moi,
mais je n'y crois pas, parce que j'entends la voix de maman dans mes rêves, tout comme ta voix hier soir. Michael n'avait pas de mots. À ce moment-là, chaque grade qu'il avait obtenu, chaque commandement qu'il avait émis, chaque opération qu'il avait menée n'avait aucun sens. Pour sa fille, c'est sa voix qui l'a sorti des ténèbres après près de 2000 jours. La déclaration de Lucia a duré près d'1 heure. Il n'y avait aucun enregistrement, aucune transcription, mais l'inspecteur Jennings n'avait pas besoin de plus de preuves au pas de sa part. Se levant, les yeux rougis, il jeta un coup d'œil à Michael et serra son épaule pour le rassurer. Aucun autre mot n'a été prononcé. Lucia se détourna, posant sa tête contre l'oreiller. Ses yeux restaient grands ouverts, fixant le plafond d'un air vide. Elle ne dormait ni ne rêvait ni complètement éveillée non plus mais vide. Michael rapprocha la chaise et, avec un courage tranquille, tendit la main pour prendre sa petite main pour la première fois depuis son sauvetage. Lucia ne broncha pas. Sa main était froide mais ferme, elle ne tremblait plus. Cette pièce avait désormais une fenêtre et la lumière y brillait non seulement d'une ampoule, mais d'une voix qu'elle reconnaissait et à laquelle elle faisait confiance. Papa est là maintenant. Cet après-midi-là, l'équipe médico-légale est retournée à l'appartement 204. Ils ont mesuré la petite alcôve où Lucia avait été confinée aux 22 pouces de profondeur et bordée de contreplaqué. À l'intérieur, ils ont trouvé les rayures originales des ongles, des lignes irrégulières formant un soleil hérissé, une fenêtre dessinée en traits flous et une seule lettre répétée encore et encore avec de la mine de crayon. D pour papa, D pour la lumière du jour, D pour quelque chose que Lucia n'avait jamais abandonné, l'espoir d'être vue et d'être appelée par son nom. 2 jours après son sauvetage, la police a arrêté Melissa Carter. C'était un après-midi calme, pas de sirène, pas de menottes clignotantes dans la rue. Il ne voulait pas de spectacle et n'en avait pas besoin. Melissa a été arrêtée alors qu'elle préparait le dîner pour Tyler. La cuisine était impeccable, les lumières vives et le ragoût de poulet encore fumant. Elle ouvrit la porte avec un léger sourire surpris, comme pour saluer un vieil ami. Mais lorsque le détective lui a remis le mandat d'arrêt, son expression a changé. Pas de panique, pas de résistance, juste un long clignement des yeux. Puis elle appela son fils, Tyler, prends ton manteau et attends dans ta chambre. La police n'a pas eu besoin de dire un mot. Melissa se retourna, ôta son tablier, le plia soigneusement et tendit les mains comme si elle savait déjà comment cela allait se terminer. Elle a été emmenée en silence. Dans la salle à manger, l'enfant de 8 ans était assis, immobile, tenant la télécommande du téléviseur sans appuyer sur aucun bouton. Au commissariat, l'interrogatoire s'est déroulé dans une pièce austère et froide, aux murs blancs et à la table en métal. Melissa était assise le dos droit, les yeux fixés devant elle, la bouche à peine pincée. Elle n'a pas posé de questions sur l'état de Lucia et n'a pas non plus demandé l'assistance d'un avocat. Lorsque Jennings a placé la photo de l'alcôve sur la table, accompagnée d'images montrant des marques d'ongles, des rayures de crayon et la lettre D profondément gravée, Melissa leur a à peine jeté un coup d'œil. Jennings a demandé pourquoi elle était si indifférente. Melissa haussa les épaules, sa voix calme. Ce n'est pas mon enfant. Je l'ai élevé. C'était assez bien. Jennings a continué. Tu ne sais pas. L'enfant n'était pas comme les autres enfants. Elle ne pleurait pas. La réponse de Melissa a été effrayante, elle n'a pas ri non plus. Elle m'a rendu fou. Elle était comme un flou dans cette maison. Jennings n'a pas réagi. Il n'était pas obligé. Puis il a demandé, saviez-vous qu'enfermer un enfant de moins de 6 ans dans un espace de moins de 2 pieds de profondeur pendant de nombreuses années est un crime grave? Melissa a souri légèrement et a dit, je ne l'ai pas tué. Alors, qui vous a donné le droit de changer de papier, de couper tout contact avec son père et de transférer ses prestations à votre nom? Jennings a demandé. Le sourire disparut du visage de Melissa. J'avais des gens qui m'aidaient, a-t-elle répondu. Jennings hocha la tête, soupçonnant déjà la réponse. Le lendemain, la police a commencé à convoquer les personnes liées au nom de Lucia Carter. Et pourtant, étrangement, ils n'ont jamais demandé, où est-elle? April a été la première à être invitée. Assise dans la salle d'interrogatoire, le visage d'April était pâle. Elle a témoigné qu'un soir, alors qu'elle rentrait tard du travail, elle a vu un enfant debout sur le balcon du 2e étage. Même si elle la voyait, elle ne savait pas si c'était vraiment Lucia, la lumière était faible et elle supposait que c'était juste un enfant qui s'était réveillé. Elle a répété, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Je ne l'ai pas intentionnellement ignoré.
Je pensais juste qu'elle avait peut-être été envoyée dans un internat, comme Mélissa l'a dit. April resta silencieuse un instant et murmura, « J'ai entendu Mélissa dire à plusieurs reprises que Lucia avait des problèmes. Elle n'aimait personne, ne parlait pas, se cachait toujours. » Je le croyais. Jennings n'a rien dit. Au lieu de cela, il a placé un enregistrement devant April, c'était l'histoire de Lucia. Accablé, April fondit en larmes. Plus tard, Brian et Debbie sont arrivés. Brian était le cousin de Michael, Debbie était sa femme. Ils avaient reçu des prestations au nom de Michael pendant une courte période lorsque Lucia avait 2 ans, pendant le déploiement de Michael à la guerre. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'avait jamais contacté Michael au sujet de la tutelle de Lucia après la mort d'Isabelle, Brian a haussé les épaules. Je pensais que Mélissa s'en était occupée. Elle a dit que tout allait bien. Je ne pensais pas qu'il y avait un problème. Debbie a ajouté, nous n'intervenons pas dans les affaires des autres. Mélissa a toujours dit que Lucia était chez son parent. Elle ne s'est jamais présentée et Mélissa était sa belle-mère. Elle avait le droit. Jennings demanda doucement, avait-elle le droit de garder un enfant enfermé dans un placard pendant 6 ans? Debbie baissa la tête, silencieuse. Jennings ne les a pas réprimandés, il n'en avait pas besoin. Il savait que les pires crimes n'étaient pas toujours marqués par des marques de griffes ou des cris. Parfois, le péché le plus cruel était de se détourner silencieusement. À l'hôpital, Michael a reçu une copie de la déclaration de Mélissa. Il a lu chaque ligne, chaque phrase. Chaque mot le frappait comme un coup de poing dans la poitrine, ce n'est pas mon enfant. Je ne l'ai pas tuée. Elle est comme un flou dans la maison. Il posa le journal, se leva et se dirigea vers le couloir. Personne ne l'a arrêté et tout le monde comprenait qu'il avait besoin de respirer. Michael ne fumait pas, mais à ce moment-là, il aurait souhaité le faire. En regardant le ciel gris de Boston, les souvenirs d'années loin de chez lui, les messages retardés et les courts appels téléphoniques s'accumulaient dans son esprit comme des péchés silencieux. Lucia ne lui en voulait jamais, mais elle avait appris à ne jamais attendre. Dans la chambre d'hôpital, Lucia était allongée sur le côté, regardant par la fenêtre. Le soleil de l'après-midi était léger et doux comme un souffle. L'infirmière est venue la voir. Lucia se tourna vers elle et lui demanda d'une petite voix, « Où est tante Mélissa ?» L'infirmière hésita, ne sachant pas quoi dire. Elle caressa simplement doucement les cheveux de Lucia et dit, « Tu n'auras plus à être seule. » Lucia hocha la tête, sans expression. Elle avait déjà entendu cette promesse de la part de Mélissa, lorsqu'elle avait été emmenée pour la première fois dans la petite pièce. « Tu ne seras là que pendant un moment. Ensuite, tu sortiras, si tu es bon. » Ce « pendant » a duré 6 ans. À la fin de la journée, Jennings a quitté le commissariat les épaules lourdes. Sa fatigue ne venait pas du poids des dossiers, mais du fardeau des yeux de Lucia ou les yeux d'un enfant obligé de se souvenir de choses qu'aucun enfant ne devrait jamais endurer. Il avait vu trop d'adultes se détourner. Parfois, le mal ne crie pas. Il reste simplement immobile, hoche la tête et s'éloigne. Les éléments de l'enquête ont commencé à se mettre en place. La police a découvert un faux certificat médical que Mélissa avait utilisé 3 ans plus tôt et envoyé aux écoles locales. Il affirmait que Lucia était trop faible pour assister aux cours en raison d'un système immunitaire fragile et qu'elle devait faire l'école à la maison. La signature du médecin, après vérification, n'appartenait à aucun médecin agréé dans le Massachusetts. Plus dangereux que d'enfermer un enfant était le réseau complexe de mensonges de Mélissa, discret et incontrôlé. La police a découvert une lettre ouverte que Mélissa avait écrite au gérant de l'immeuble, affirmant que la fille de son mari était en pension dans le Vermont, chez sa sœur. Personne n'a pu vérifier ces informations, car Mélissa savait que si elle parlait avec assurance et maintenait l'ordre à l'extérieur, personne n'oserait frapper à la porte pour poser des questions. Jennings était assis dans son bureau, feuilletant chaque page. Chaque détail était une gifle aux procédures habituelles, un enfant vivant dans une cavité murale pendant 6 ans. Il suffisait de poser une dernière question et de frapper une dernière fois. Mais personne ne l'a fait. Tout ce dont Mélissa avait besoin pour cacher la vérité, c'était le silence de personnes suffisamment familières pour le remarquer, mais pas assez proches pour agir, voire suffisamment pour soupçonner, mais pas assez sûres pour intervenir, en sachant suffisamment mais ne voulant pas savoir plus clairement. À la fin de la journée, Michael a vu un diagramme numérique de la cavité murale où vivait Lucia. L'espace mesurait 4,6 pieds de long et 22 pouces de profondeur. Pas de fenêtre, pas de ventilateur. Les murs étaient en contreplaqué recouverts de vieux papiers. Un petit évan,
de moins d'1 pouce de diamètre, a été percé à la main et relié au mur de la cuisine derrière lui. Sur le mur, un dessin tordu et de travers représentant un soleil était gravé. Michael posa la main sur le schéma. Pour la première fois, il posa la question à laquelle personne ne pouvait répondre, pourquoi n'est-elle pas morte? Cette question restait en suspens non pas par suspicion, mais par le mélange de crainte et de culpabilité qu'un père ressent en sachant que son enfant a survécu alors que personne ne l'a sauvé. Jennings a fermé le dossier. Dans la pièce sombre, il remarqua un petit dessin au crayon que Lucia avait fait pendant la thérapie. Elle représentait une porte derrière laquelle se tenait un enfant sans bouche mais les yeux grands ouverts regardant droit devant lui. Dans le coin se trouvaient 3 petites lettres, « Je suis en attente ». Il ne savait pas vraiment à qui s'adressait le message, mais il savait qu'à partir de maintenant, chaque porte devait être ouverte avec précaution et pour plus longtemps, afin que personne ne soit plus jamais laissé derrière un mur en bois. 2 semaines après son sauvetage, Lucia a commencé à parler davantage, pas autant qu'une enfant de 6 ans typique, mais suffisamment pour laisser le groupe de thérapie sans voix. Chaque mot qu'elle prononçait semblait soigneusement peser, comme si elle les testait avant de le laisser échapper à ses lèvres. Le docteur Claire Davison, psychologue pour enfants, a été la première à remarquer le changement. Lucia ne parlait pas pour communiquer, elle parlait pour se prouver que sa voix existait toujours, fil fragile la reliant au monde dont elle avait été privée. Un matin, Lucia était assise sur une chaise en bois dans la salle de réveil, tenant un crayon et dessinant des lignes lentes, douces et méticuleuses. Ce jour-là, son dessin ne représentait pas le soleil ou la porte, mais une cuillère. Claire s'assit à côté d'elle et demanda doucement, « Pourquoi dessines-tu une cuillère ?» Après un moment d'hésitation, Lucia répondit, « Parce que ça ne fait pas de bruit. » Claire comprit immédiatement. Pour Lucia, les choses silencieuses étaient sans danger. Michael se rendait toujours à l'hôpital quotidiennement. Il n'est pas resté longtemps dans la pièce et n'a pas posé beaucoup de questions. Il était assis tranquillement dans le couloir, lisant des livres, apportant des fruits coupés et dessinant avec elle si elle le voulait. Certains jours, Lucia lui montrait des dessins issus de la thérapie, comme un poisson dans un bocal en verre. Michael a demandé le nom du poisson. Lucia ne répondit pas, offrant seulement un léger sourire, le premier sourire. Ce sourire a incité Michael à rester des heures ce jour-là, ne voulant pas partir. Malgré un rendez-vous tardif chez le médecin, il resta assis, s'accrochant à la lumière fragile qui signifiait que l'espoir n'était pas perdu. Le 17e jour, Lucia a accepté de marcher pieds nus sur le tapis, un grand pas en avant. Avant cela, elle avait toujours demandé à porter des chaussettes épaisses, même en dormant. Le sol nu la terrifiait, cela lui rappelait le bois froid sous elle alors qu'elle se pelotonnait dans l'espace étroit. Ce jour-là, Claire a posé une question qu'elle avait préparée pour de nombreuses séances, « Pensez-vous souvent aux journées passées dans cette pièce ?» Lucia hocha doucement la tête. « Je rêve souvent. Dans ces rêves, je suis toujours là, mais je sais que quelqu'un arrive. Qui cela pourrait-il être ?» Lucia ne regarda pas Claire. Au lieu de cela, son regard se fixa sur la fenêtre, où Michael discutait tranquillement avec une infirmière. Sa voix était petite mais ferme lorsqu'elle dit « C'est papa ». Claire a enregistré chaque mot avec une écriture tremblante, non pas parce qu'elle était touchée, mais parce qu'elle comprenait que ce moment marquait l'enfant qui sortait de sa solitude, atteignant quelque chose qu'elle n'avait jamais osé croire. Un vendredi après-midi, Jennings s'est rendue à l'hôpital, non pas à cause de l'affaire, mais pour apporter un petit cadeau, un jeu de papier de couleur et une boîte de crayons, comme ceux que Lucia avait utilisés au camp de rétablissement. Il n'est pas entré dans la pièce, il a simplement laissé le colis à la réception. Plus tard, lorsque Michael a dit à Lucia que le policier lui avait laissé quelque chose, elle a pincé les lèvres, a dessiné une personne portant un chapeau et le lui a donné. Lors d'une réunion dans un petit café, Michael a rendu le dessin à Jennings. Jennings regarda le visage dessiné au crayon bleu, marmonnant, « Les plus petits mots ont le plus de poids », tout en pliant l'image et en la glissant dans sa poche. Ce n'était pas un homme sentimental, mais cette affaire ou plutôt cette fille avait laissé une marque profonde et durable. Le 20e jour, Michael a emmené Lucia hors de la salle de thérapie pour une promenade dans le couloir calme de l'hôpital. Le moment a été choisi avec soin, lorsqu'aucun autre patient n'était présent, afin de réduire la stimulation visuelle. La lumière était douce, sans haut-parleur ni sirène qui perturbait le calme. Lucia marchait lentement à côté de lui, faisant de petits pas délibérés, ne s'appuyant plus sur le mur pour se soutenir. Elle s'arrêta et montra une photo accrochée près du coin ou une simple image d'une maison dans un pré. « Je veux celui-là, dit-elle. »« Quoi ?» demanda doucement Michael.
Celui du milieu. La porte, répondit-elle. Michael se pencha et demanda très doucement, que veux-tu à la porte? Lucia sourit faiblement, presque silencieusement. Je veux sortir, mais cette fois, quelqu'un n'attendra de l'autre côté. Michael resta immobile, ravalant la boule dans sa gorge tout en retenant ses larmes. Cette phrase n'était pas un rêve, c'était la foi. À la fin de la 3e semaine, le docteur Claire a organisé une séance de thérapie privée avec seulement Lucia et Michael, appelée Programme Memory Peace. À l'aide d'images, de questions et d'objets associés, ils ont aidé Lucia à redéfinir son passé sans en être hantée. Lucia a choisi 3 objets, la vieille couverture de la pièce où elle vivait, une photo de sa mère Isabelle que Michael avait apportée et la mine de crayon qu'elle avait utilisée pour gratter sur le bois. Lorsqu'on lui demanda lequel des 3 la rendait le plus triste, Lucia ne désigna ni la couverture ni la mine de crayon. Elle désigna seulement la photo de sa mère, non pas parce que sa mère était décédée, mais parce qu'elle ne se souvenait plus de son odeur. Michael ne s'effondra pas. Au contraire, il lui prit doucement la main et lui promit, « Je t'aiderai à combler les souvenirs manquants, non pas avec des histoires, mais avec des cadeaux. » Cette nuit-là, Lucia a dormi sans demander que la porte soit verrouillée. Pour la première fois, Michael s'assit à l'extérieur du couloir, ne partant pas comme il l'avait fait tous les 2 jours non pas par inquiétude, mais parce qu'il voulait attendre jusqu'au matin, pour voir sa fille se réveiller dans un monde où elle n'aurait plus besoin de murmurer pour survivre. Désormais, chaque mot prononcé par Lucia, aussi petit soit-il, était suffisant pour changer la vie de tous ceux qui s'étaient autrefois détournés. Le procès de Melissa Carter s'ouvrit un lundi matin, sous le soleil couchant. Un vent froid balayait les vieux bâtiments en briques entourant le palais de justice fédéral du comté de Suffolk, où des dizaines de journalistes s'étaient rassemblés depuis l'aube. Les caméras cliquaient sans interruption à l'arrivée de la voiture de police transportant Melissa. Elle en sortit, la tête haute, les cheveux soigneusement attachés sans s'incliner ni esquiver les objectifs. Michael regardait derrière une vitre sans teint dans la salle des témoins privés. Il n'était pas surpris. Ce visage avait toujours su rester calme en cas de besoin. Mais maintenant, il ne ressentait plus de colère, seulement un vague vide, comme s'il regardait un étranger qui vivait autrefois chez lui. La salle d'audience était pleine à craquer. Les sièges étaient remplis de personnes inconnues de la famille Carter, arrivées tôt pour observer tranquillement, de journalistes, de défenseurs des droits de l'enfant, de travailleurs sociaux et de voisins qui, sans le savoir, étaient passés à côté de Lucia dans l'obscurité. Melissa est venue à la barre sans larmes, sans excuses. Elle répondait à chaque question d'une voix calme, prudente et froide. Elle a témoigné que Lucia était l'enfant de son ex-mari et a affirmé qu'elle avait essayé de prendre soin d'elle, mais que l'enfant avait des problèmes de comportement. Elle a dit que Lucia n'aimait pas communiquer, refusait de manger avec les autres et ne s'intégrait pas. Elle a admis avoir temporairement isolé Lucia pour éviter un conflit, mais a nié l'avoir gardée captive. « Je n'ai rien fait de mal. J'ai protégé mon fils. J'ai assuré la sécurité de la maison, déclara-t-elle. Mais elle ne pouvait expliquer le sang sur le bois, les traces d'ongles, les lettres laissées par Lucia ou les faux documents. Pourtant, elle parlait comme si elle était victime d'un malentendu. Le procès s'est déroulé dans un silence tendu. « Avez-vous quelque chose à dire à l'enfant que vous avez enfermé pendant 2000 jours ?» a demandé le juge. Melissa releva la tête, ne scia pas et répondit d'une voix aussi froide que le vent sifflant à travers les barres de fer, « Elle est vivante. » Ça suffit. La salle d'audience a tremblé. Personne ne s'attendait à ce qu'elle dise cela sans même une once de remords. Michael se détourna, la mâchoire serrée. Jennings se tenait derrière lui, la tête baissée, le poing serré. À la fin du procès, Lucia est apparue comme témoin spécial. Accompagnée du docteur Claire et d'un avocat défenseur des enfants, elle portait une simple robe blanche et des chaussures en tissu doux, ses cheveux soigneusement tressés. Ses yeux étaient grands ouverts et ses mains pressaient une petite balle en caoutchouc. Malgré la foule de plusieurs centaines de personnes, Lucia ne tremblait pas. Le juge a demandé, « Voulez-vous dire quelque chose ?» Lucia prit une longue inspiration. « Ma tante m'a dit, si je me taisais, je ne serais pas jetée comme maman. » Elle leva les yeux vers Melissa d'une voix douce mais claire. « Alors, je me suis tue. Je n'ai rien dit pendant 6 ans. J'ai tout entendu, mais je n'ai pas osé crier. » Un lourd silence s'ensuivit. Personne ne bougea. Lucia baissa la tête. « Maintenant, je pense que je peux parler. » Juste une phrase. Cette phrase a transpercé les faux murs que Melissa avait construits pendant tant d'années comme une aiguille.
Dans la salle d'audience, tous les regards étaient chargés de vérité. Plus de doute, plus de débat, seule la réalité était à nu. Mélissa a été condamnée à 25 ans de prison pour séquestration illégale, maltraitance d'enfants, falsification de documents et abus de tutelle. Personne ne s'est levé pour demander la clémence ni un proche, ni un avocat. Aucune lettre de condoléances n'a été lue. Aucune demande de clémence n'a été entendue. Alors que la police faisait sortir Mélissa, des dizaines de personnes se sont alignées dans l'allée. Certains brandissaient des pancartes indiquant « Pas de place pour l'indifférence ». D'autres portaient des chapeaux avec des images du soleil et la lettre « D » en soutien à Lucia. Une femme d'âge moyen a jeté un sac en papier froissé aux pieds de Mélissa. À l'intérieur se trouvait une poupée en bois, sans yeux ni bouche. Un homme a jeté un briquet de lait séché en criant « Vous laissez un enfant vivre comme un fantôme ». Mélissa ne réagit pas, mais pour la première fois, c'est pas ralentir. Il n'avait plus froid. Les médias ont explosé. Les principaux médias ont fait la une des journaux, la fille dans le placard, le procès secoue la nation, et Lucia Carter, l'enfant qui a redonné un nouveau look à l'Amérique. La télévision locale a rediffusé le témoignage de Lucia entrelacé d'images du placard, des dessins griffonnés et de ses yeux alors qu'elle regardait vers la lumière. Les forums débordaient. Des centaines de milliers de personnes ont exigé une révision des règles de tutelle et une enquête sur le système de protection sociale. Les hashtags se propagent comme une traînée de poudre, hashtag silence is not safety, hashtag Lucia speak, DS 2000 days in the closet. Ce soir-là, Lucia s'est assise avec Michael dans la cour d'un centre de soins spéciaux. Le ciel s'assombrit et un vent frais souffla. Pas de sirène, pas de caméra clignotante, pas de murmure. Lucia leva les yeux et demanda « Est-ce que les gens sont en colère contre moi ?» Michael lui serra doucement la main. Non. Ils sont en colère parce que pendant si longtemps, personne ne t'a demandé si tu allais bien. Lucia hocha la tête et dessina un petit cercle sur sa paume avec son index. Maintenant, je vais parler. Et cette fois, tout le monde entendra. Après le procès, Mélissa a été emmenée, clôturant un sombre chapitre de la vie de Lucia. Mais ce qui restait n'a pas disparu avec le verdict. Elle persistait dans les yeux, dans les murmures et dans les hochements de tête maladroits de ceux qui étaient passés à côté de sa douleur sans s'arrêter. Tyler a été placé avec son père biologique dans un autre état après que les services de protection ont confirmé son identité et terminé les procédures de tutelle. L'homme d'âge moyen, séparé de Tyler pendant 8 ans par Mélissa, embrassa son fils en silence. Ils se tenaient face à face, la confusion de deux personnes trop longtemps séparées pesant entre eux. Tyler n'a posé aucune question sur sa mère, comme beaucoup d'enfants dans l'ombre, il a choisi de ne pas toucher à ce souvenir. Au lieu de cela, il a dessiné dans son carnet, une porte, un pot, quelqu'un qui s'en allait et ne reviendrait jamais. Dans le vieux quartier, ceux qui avaient connu la famille Carter ont commencé à s'éviter. Les fenêtres se fermaient plus étroitement, les salutations matinales devenaient rares et les conversations accidentelles se transformaient en accusations. Le voisin du 3e étage qui a entendu des pleurs a cru que c'était un chat, l'agent de sécurité qui a enregistré une odeur de brûlé l'a écarté comme un câblage défectueux, le gérant de l'immeuble qui n'a jamais remis en question les papiers de Mélissa parce qu'elle avait l'air si convenable, personne n'a été arrêté. Mais chaque fois qu'il voyait la photo de Lucia aux informations, il ressentait un pincement au cœur, non pas par culpabilité, mais parce qu'ils avaient été trop disposés à croire que derrière une porte bien rangée et une femme souriante, rien de mal ne pouvait arriver. Michael est revenu une fois pour récupérer ses affaires dans la salle de stockage. Tandis qu'il traversait le couloir, les portes se refermèrent doucement autour de lui. Les gens ne l'appelaient pas par son nom ni ne croisaient son regard non pas par haine, mais par honte. Il ne les a pas blâmés, il avait été l'un des croyants. Pendant ce temps, Rosa, la tante de Lucia et enseignante au lycée, ainsi que son mari Carlos, un mécanicien discret mais attentionné, ont déposé une demande de tutelle légale. Le processus s'est déroulé rapidement avec l'approbation de Michael. Il savait qu'il n'était pas prêt à être père à plein temps tout en apprenant à être le père qu'il avait perdu. La première visite de Lucia chez Rosa a eu lieu un samedi matin. La petite maison avait un jardin de fleurs violettes et un vélo garé sur le porche. Lucia se tenait à la porte, agrippant l'ourlet de sa chemise, les yeux fixés sur les marches en bois comme si elles appartenaient à un nouveau monde étrange. Carlos sortit, s'agenouilla et lui tendit un crayon bleu. « Ton père a dit que tu aimais cette couleur, dit-il. » Lucia regarda le crayon mais ne le prit pas et ne recula pas. 15 minutes plus tard, alors que tout le monde discutait dans la cuisine, Lucia entra avec un morceau de papier plié.
À l'intérieur se trouvait un dessin représentant 3 personnes debout côte à côte, se tenant la main, avec un chat assis à leurs pieds. C'était la première fois qu'elle dessinait elle-même une famille. La grand-mère Anna a finalement été autorisée à voir sa petite-fille après 6 ans de refus de Mélissa. Elle est arrivée à l'hôpital, tremblante, les yeux brouillés par les larmes en voyant Lucia sortir de la physiothérapie, les cheveux doucement tressés, les yeux hésitants. Lucia ne dit rien au début, mais quand Anna s'assit et ouvrit une écharpe tricotée, il y avait à l'intérieur un petit pull. Lucia sourit, s'approcha et serra sa grand-mère par derrière. Elle a pleuré, non pas de regret, mais parce qu'elle savait que sa petite-fille avait encore la capacité d'aimer. Lucia a commencé à parler davantage, à raconter des histoires courtes, à faire de petites remarques, à poser des questions sur les couleurs, les repas et les oiseaux devant la fenêtre. Un après-midi, Claire lui a demandé « As-tu encore peur de quelque chose ?» Lucia réfléchit longuement et sérieusement. Ses yeux n'évitaient plus la lumière, mais une brume persistait, une brume que les adultes ne pouvaient pas effacer. « J'ai bien peur que personne ne croie que je suis là. » Claire lui prit la main et dit « Tout le monde te voit maintenant, Lucia. » Très clairement. Personne ne peut plus le nier. Lucia hocha la tête, sans sourire, mais quelque chose de léger s'éveilla en elle alors qu'elle quittait la pièce ce jour-là. Michael a continué à visiter le centre 3 jours par semaine. Il a réappris à raconter des contes de fées, à écouter les rêves des enfants sans les filtrer par la logique. Il emmenait Lucia faire des promenades, jouer à des jeux pour deviner la forme des nuages, préparer des beignets à partir de pâtes toutes prêtes et enregistrer chaque instant, comme s'il craignait que le temps ne le vole à nouveau. Un jour, alors qu'elle était assise sur la pelouse en train de dessiner, Lucia a demandé « Maman te manque-t-elle » Michael hocha la tête sans hésitation. « Elle me manque tellement que parfois j'oublie comment respirer. » Lucia leva les yeux vers le ciel et dessina un cercle bleu. « Maman me manque aussi. Mais maintenant, je pense que maman est plus proche que je ne le pensais. » Michael lui serra doucement l'épaule. « Ouais. Maman est toujours avec toi. » Lucia appuya sa tête sur son épaule en silence alors que le soleil de l'après-midi glissait dans ses cheveux. À ce moment-là, Michael ne pensait pas au passé, mais seulement au présent. Il a déménagé temporairement dans un petit appartement à seulement 2 pâtés de maison de la maison de Rosa et Carlos. Il ne portait plus son uniforme tous les matins et ne se réveillait plus au bruit des bottes de marche. Au lieu de cela, la sonnette retentissait doucement à chaque fois que Lucia venait lui rendre visite, serrant son vieux chat en peluche, les yeux brillants de plus en plus brillants chaque jour. Il portait toujours des remords. Elle n'a pas disparu, mais elle s'est transformée d'une pierre froide logée dans sa poitrine en une fondation pour un nouveau départ. Comme un sol humide après une douce pluie, il est devenu un sol fertile où la vie pouvait lentement mais sûrement reprendre. Le premier matin, il a préparé le petit déjeuner pour Lucia. Il préparait des œufs pochés qui coulaient, étalait trop de beurre sur le pain et tâtonnait avec incertitude, ne sachant s'il devait verser du lait froid ou tiède. Lucia était assise en silence, le regardant, hochant seulement la tête lorsqu'il lui demandait si elle voulait plus de miel. Après avoir fini de manger, Lucia s'essuya la bouche, se leva et murmura « Le premier petit déjeuner que tu m'as préparé ?»« D'accord. » Michael éclata de rire. Elle ne critiquait pas, elle reconnaissait simplement, enregistrant les petites choses que les autres n'avaient pas remarquées. Il apprit alors à raconter des histoires sans début ni fin. Il a appris à rester assis pendant des heures à couper des yeux en papier pour des animaux en peluche. Il a appris à ne pas corriger la grammaire de Lucia lorsqu'elle écrivait dans son journal. Plus important encore, il a appris à dire « ça va » lorsqu'elle paniquait à cause d'un bruit soudain, et à ne rien dire du tout lorsqu'elle souhaitait simplement se taire. Un après-midi, alors qu'elle dessinait sur le sol, Lucia s'est soudainement retournée et a demandé « As-tu déjà eu peur ?» Michael fit une pause. La question était brève, mais elle transperça les couches d'armure qu'il portait depuis tant d'années. Il posa son stylo et réfléchit un long moment. Oui, il avait peur quand elle ne l'appelait pas papa, peur quand elle se taisait et il n'était pas sûr d'être toujours son père. Lucie ne répondit pas. Elle se tourna vers ses crayons, mais quelques minutes plus tard, elle tira son dessin vers lui. Là-dessus, une petite main reposait dans une plus grande. Elle l'a donnée à Michael. « Ta main ?» il a demandé. « Ma main » répondit-elle. Aucun mot n'a été échangé après cela, mais Michael savait qu'il avait été pardonné. Il commença à lire des livres pour enfants tous les soirs, même si Lucia était assez grande pour lire seule. La fillette aimait toujours écouter. Il y avait quelque chose dans sa voix qui l'apaisait,
l'aidant à s'endormir plus facilement. Un soir, à la moitié de la page 17 de Les Petits Veilleurs de nuit, Lucia s'est endormie avant même que le personnage principal ait trouvé la porte de la maison. Michael ferma le livre et resta assis encore un moment. Il ne se sentait plus impuissant. Maintenant, il pouvait attendre, non pas pour sauver, mais simplement pour être présent. Un jour, Rosa appela Michael sur le porche. Lucia était assise au milieu du jardin, disposant soigneusement des cailloux en cercle. Chaque pierre était numérotée au feutre. « C'est une carte de confiance », a expliqué Lucia. « Chaque caillou est une personne. Tu es numéro 3. Je suis numéro 1. Michael a demandé, qui est le numéro 2 ? Lucia a répondu, maman. Michael n'en demanda pas plus. Il regarda tranquillement les pierres et comprit que, dans ce petit monde, il avait été autorisé à entrer à nouveau. Le 10e dimanche après le procès, Michael et Lucia se rendirent à la librairie. Ils n'achetaient rien mais choisissaient des livres, s'asseyaient dans des fauteuils moelleux et lisaient ensemble. Lucia trouva un journal vierge relié en cuir, brun rougeâtre. Elle ne l'a pas demandé, mais l'a simplement tenu et a regardé. Michael l'a acheté pour elle. Cette nuit-là, Lucia écrivit la première page. « Aujourd'hui, papa s'est assis à côté de moi sans avoir besoin de me demander à quoi je pensais. J'aime ça. Papa se t'est suffi. » Michael a lu ces mots tard dans la nuit sous de douces lumières jaunes. Il tenait le journal comme un cadeau précieux, trop fragile pour être touché brutalement. Une partie de lui se sentait toujours indigne. Mais la partie qui grandissait commençait à comprendre que l'amour n'exige pas le bon moment, il suffit de la bonne manière. Lucia a commencé à suivre un cours spécial 3 jours par semaine. L'école était petite et les enseignants étaient formés pour travailler avec des enfants ayant subi un traumatisme. Elle ne parlait pas beaucoup avec ses amis, mais elle était prête à jouer à des puzzles, à écrire au tableau et à chanter. Peu à peu, elle s'est intégrée, non pas pour devenir comme les autres, mais pour se redéfinir au-delà de l'ombre de son passé. Un jour, alors que Michael récupérait Lucia après l'école, elle lui montra le tapis au milieu de la classe. « Je me suis assis là aujourd'hui, je ne me suis plus penché dans le coin. » Michel sourit. « C'est super. » Lucia le regarda et pencha la tête. « Es-tu assis au milieu ?» Il hocha la tête. « Oui, quand tu en auras besoin, je m'assierai toujours au milieu. » Lucia sourit et acquiesça. Elle n'avait pas besoin de promesses. Ce dont elle avait besoin, c'était de la présence constante de quelqu'un qui ne disparaîtrait pas. 1 an après la découverte de Lucia, la ville de Boston se souvenait encore d'elle comme de la fille du placard. Mais pour ceux qui restaient réellement à ses côtés, elle n'était plus un symbole de silence. C'était une petite fille de 6 ans et demi ou aujourd'hui 7 ans qui savait cultiver des tomates, jouer sur un petit clavier et écrire son nom en 3 polices différentes. Fini les lumières de l'hôpital, les caméras, les tribunaux, les voix furieuses et les centaines d'yeux scrutant chacun de ses faits et gestes. À la place, il y avait un rythme de vie régulier où elle savait qu'au petit déjeuner, quelqu'un lui demanderait toujours ce qu'elle voulait manger, où chaque manteau sentait le soleil et où chaque soirée se terminait par une histoire différente. Michael faisait désormais partie de la famille de Rosa. N'étant plus seulement un invité rendant visite à sa fille, il s'installa temporairement dans la chambre du rez-de-chaussée, préparant du café tous les matins, arrosant les fleurs et emmenant Lucia à l'école. Il travaillait à distance, passant du temps à écrire dans son journal et à lire les pages que Lucia enregistrait avec une écriture inclinée, parfois mal orthographiée, mais d'une honnêteté déchirante. Certaines nuits, Lucia dessinait pendant des heures sans dire un mot. Michael était assis à côté d'elle, sans poser de questions. Ensuite, Lucia lui remettait elle-même le dessin. Une image montrait 2 personnes debout devant une porte ouverte, avec une lumière jaune vive derrière elles. Ci-dessus, en ligne fine, elle écrit « Nous n'avons pas besoin d'aller loin, il suffit de sortir. » Le docteur Claire a mis fin à la thérapie officielle de Lucia en novembre. Lors de la dernière séance, Lucia l'a serrée dans ses bras initiant pour la première fois. Peu de mots ont été prononcés, mais alors qu'elle franchissait la porte, Lucia s'est arrêtée, s'est retournée et a demandé « Quel genre de personne pensez-vous que je suis ?» Claire n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, elle s'assit à la hauteur des yeux et toucha doucement l'épaule de Lucia. « Tu es quelqu'un qui sait attendre sans éteindre l'espoir. C'est plus puissant que le courage. » Lucia hocha la tête, ne comprenant pas complètement, mais se sentant suffisamment chaleureuse pour continuer. À l'arrivée de l'hiver, la petite maison de Rosa était décorée de couronnes de fleurs séchées,
de guirlandes lumineuses jaunes et de cartes dessinées à la main par Lucia. Elle a écrit à Michael une carte de Noël en avance, collée sur le tiroir de son bureau. « J'ai toujours peur, mais maintenant je sais qu'avoir peur ne signifie pas être laissé pour compte. » Michael a lu cette phrase encore et encore la nuit de Noël pendant que Lucia dormait. Il était assis seul dans le salon, la lueur du feu dansant dans ses mains. Il y a un an, il ne savait pas que sa fille était en vie. Un an plus tard, elle lui apprenait à vivre. Les médias se sont progressivement éloignés de cette histoire. Fini les gros titres, les hashtags ou les actualités hebdomadaires. Et c'était une bonne chose car Lucia n'avait pas besoin de gloire, elle avait juste besoin d'être normale. À l'école, Lucia a été invitée à jouer chez un camarade de classe. Elle a dit à Michael avec enthousiasme, quelque chose de simple mais miraculeux pour elle, ils ont un lapin nommé April. Il n'a peur de personne. Il a tout de suite sauté sur mes genoux. Je pense qu'il sait que je ne lui ferai pas de mal. Michael hocha la tête. Lucia serra fort son animal en peluche dans ses bras, la tête appuyée sur son épaule. « Penses-tu que j'ai assez vécu ?» demanda-t-elle doucement. Il lui serra doucement l'épaule. « Pas encore. Je commence juste. » Un matin de printemps, Lucia a fait pour la première fois du vélo sans roue d'entraînement. Carlos a couru quelques mètres derrière lui en criant « Ne baisse pas les yeux !» Rosa se tenait sur les marches, riant aussi fort que le soleil se levait sur la cour. Michael a filmé, riant et tremblant, fondant presque en larmes alors que Lucia ne tombait pas, ne se perdait pas, ne tournait pas la tête. Elle continuait simplement d'avancer, comme si elle savait déjà où l'attendait la lumière. Quelques mois plus tard, Michael et Rosa ont officiellement finalisé les procédures de tutelle simultanée. Michael a obtenu la garde officielle, mais a décidé de continuer à vivre avec Rosa et Carlos, non pas parce qu'il ne pouvait pas vivre seul, mais parce qu'il comprenait que l'amour ne doit pas être séparé. Il suffit de le partager au bon moment avec les bonnes personnes. Ce soir-là, toute la famille a préparé un dîner spécial. Lucia se tenait sur une chaise de cuisine, saupoudrant du fromage sur la pizza et chantant doucement pendant qu'elle travaillait. C'était une chanson que personne ne lui avait apprise, sur les fenêtres, sur le soleil, sur le fait de ne plus avoir à vivre dans l'obscurité pour se sentir en sécurité. En lisant jusqu'ici, beaucoup soupireront probablement non pas d'épuisement, mais parce que cette histoire persiste dans le cœur comme une boule sans nom. Un enfant vivant caché derrière un placard depuis 6 ans. Un père voyageant à l'autre bout du monde, ignorant que son enfant n'était qu'à quelques heures d'avion. Beaucoup de ceux qui ont entendu ou soupçonné quelque chose sont restés silencieux. Je ne leur en veux pas. Je ne pense pas que cette histoire doive se terminer par un verdict sur la société. Au lieu de cela, je veux que ceux d'entre nous qui vivent encore, qui avancent toujours, regardent en arrière, non pas vers les autres, mais vers nous-mêmes. Combien de fois avons-nous passé une porte fermée, senti que quelque chose n'allait pas, puis nous sommes-nous arrêtés? Combien de fois un enfant a-t-il eu l'air triste dans la cour d'école et nous avons simplement pensé, il doit être fatigué? Combien de fois une vieille femme a-t-elle marché lentement, tranquillement, souriante, et on ne lui a jamais demandé si elle vivait seule? Peut-être n'avons-nous pas détourné le regard intentionnellement, mais le monde est trop occupé, trop bruyant. Il est facile de croire que le silence est synonyme de paix, l'absence de son signifie que tout va bien et que ce que nous ne voyons pas n'existe pas. Mais parfois, la chose la plus effrayante n'est pas un appel à l'aide, c'est quand personne ne croit que derrière le mur, une âme murmure doucement pour survivre. La leçon que j'ai tirée de l'histoire de Lucia n'est pas d'être bon ou mauvais, mais d'être attentif. Pour regarder d'un peu plus près, posez encore une question, ouvrez encore une fenêtre. Il n'est pas nécessaire de faire quelque chose de grandiose. Choisir de ne pas ignorer un regard, une question ou un petit geste peut parfois être le seul rayon de soleil qui empêche quelqu'un de s'effondrer. La leçon la plus importante que Michael a apprise est peut-être que l'amour ne vient pas du fait de tout faire correctement. Cela vient du fait d'oser être présent, même tard, même sans préparation. Je sais que beaucoup d'entre vous, notamment ceux de plus de 65 ans qui regardent cette chaîne, ont peut-être vécu des choses similaires. Vous avez peut-être été aide-soignante, mère, grand-mère, vivant tranquillement dans votre quartier sans que personne ne vous le demande. Je vous suis profondément reconnaissant de votre présence ici. Si jamais vous vous sentez seul, ne pensez pas que vous n'avez plus personne pour vous écouter. J'espère que cette chaîne pourra être un lieu pour des gens comme vous, comme moi, et pour tous ceux qui entretiennent encore la compassion, de se rencontrer à travers des histoires, des partages et de vraies émotions. Prenez soin de votre santé, mangez régulièrement, faites de l'exercice doucement et, si possible, ne gardez pas toute votre tristesse à l'intérieur.
Peut-être avez-vous déjà été réduit au silence ou avez-vous vu quelqu'un se faire taire. Mais aujourd'hui, nous pouvons faire le contraire. Nous pouvons écouter, croire, parler, surtout, croire que la lumière existe toujours, à condition de ne pas la quitter des yeux. Enfin, je souhaite nous poser une question à tous avant de terminer cette histoire. Y a-t-il quelqu'un autour de vous, un enfant, une personne âgée, une personne vivant seule qui attend que vous l'écoutiez mais n'ose jamais parler? Si tel est le cas, soyez le premier à ouvrir cette porte, aujourd'hui, maintenant. Merci d'avoir lu jusqu'ici. Merci de votre attention. J'espère que vous verrez toujours la lumière après chaque porte que vous avez ignorée.